Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est très bien. Pourquoi ça me met ça ici? Voilà. Attendez, parce que là, je vais essayer de trouver la bonne présentation. OK. Oui, donc bonjour à tous. Et puis, je vous remercie de m'avoir invité pour faire cette présentation. Donc, je vais essayer de... Je sais que je suis le dernier orateur, donc ça va être un petit peu plus difficile pour tout le monde. Donc, j'espère que je vais suffisamment vous intéresser pour garder votre esprit à vif. Alors, tout d'abord, j'ai deux problèmes. C'est que j'avais mis dans le titre, puisque c'était un peu la thématique, alors il se trouve qu'on travaille beaucoup sur les isotopes du mercure à Pau. On a un multicollecteur, voire deux maintenant, dont un est quasiment dédié à 80% aux analyses de mercure isotopique. C'est pour vous dire un peu le contexte. Et puis surtout, bon, alors Sélénium, c'est très compliqué, comme ceux qui ont des multicollecteurs doivent savoir. Et donc c'est quelque chose sur lequel on s'attaque maintenant, mais c'est très compliqué. Donc pour l'isotope du mercure, le problème c'est que j'avais mis dans le titre les bioaccumulateurs aériens parce que je voulais faire un écart vers des objets volatiles que sont les oiseaux et regarder ce qui se passe si on mesure les isotopes du mercure dans des tissus d'oiseaux. Mais je pense que je n'aurai pas le temps parce que l'autre problème qu'on a avec l'isotopie du mercure, c'est qu'il y a tellement de travaux et de publications en continu que même moi, j'ai du mal à suivre tout ce qui sort en temps réel. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, essentiellement sur tout ce qui est bioaccumulateur atmosphérique, donc des végétaux pour la plupart, ce n'est qu'une vision, même partielle, de ce qui se fait actuellement, tellement il y aurait de choses à dire. Donc j'ai rajouté, on va essayer de regarder un petit peu de systématique au départ pour se remettre dans le bain, je dirais, de ce système isotopique qui nous surprend tous les jours, enfin pas tous les jours, mais souvent, on va dire. Donc voilà. Alors tout d'abord, le cycle du mercure, c'est juste pour vous faire un petit rappel. Alors, le mercure étant un polluant connu, un polluant, on va dire, à l'échelle globale, la particularité, on vient de voir le carbone, par exemple, c'est que le mercure est très stable en phase gazeuse. Donc, évidemment, à partir du moment où il est émis dans l'atmosphère, en particulier sous sa forme élémentaire, G0, il a un temps de vie dans l'atmosphère d'à peu près 1 an, ce qui veut dire qu'il peut circuler tout autour de la planète et se redéposer plus loin, alors, généralement par le biais d'oxydation, sous forme de mercure inorganique de plus, qui va entraîner son dépôt plus facile. Mais il n'y a pas que ça, puisque les végétaux aussi sont capables d'assimiler le mercure, à la fois le mercure, on va dire, oxydé et le mercure réduit gazeux. On verra ça un petit peu plus tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, c'est que ici, vous avez un certain nombre de chiffres. Je ne vais pas rentrer dans les détails entre les échanges atmosphériques et terrestres et l'océan. Et puis, vous avez entre parenthèses des pourcentages. Le pourcentage, c'est à peu près l'augmentation qui est à peu près reconnue actuellement des concentrations en mercure dans ces différents compartiments depuis l'Anthropocène. En tout cas, depuis les émissions humaines en grande quantité. Donc, on voit bien que quel que soit l'endroit de l'océan où on se trouve, environ, on a 2 fois plus de mercure, même si les concentrations sont très faibles, que ce qu'on avait à l'ère pré-industrielle. Et on voit qu'au niveau de l'atmosphère, on a multiplié les concentrations par 3 à 5. Donc, le mercure, hormis les endroits, les sites contaminés, reste quand même un élément ultra trace, c'est-à-dire que on le trouve à des concentrations très très faibles dans l'environnement, c'est-à-dire au nanogramme par mètre cube dans l'atmosphère et à la centaine de picogrammes, voire au nanogramme par litre dans l'océan et dans les rivières. Donc vous voyez que c'est quand même un élément présent à très faible concentration. Donc on a aussi toute cette problématique d'échantillonnage, de blanc, de contrôle qualité de toutes les mesures qui sont nécessaires avec des éléments en si faible concentration. Et ça pose évidemment un problème pour l'isotopie, puisque l'isotopie dans l'atmosphère ou dans l'eau, c'est toujours un challenge. Certains y arrivent, mais ça reste très très compliqué à cause des très faibles concentrations qui demandent
des quantités de mercure, ou en tout cas d'échantillons impressionnantes pour pouvoir préconcentrer suffisamment de matière. Il faut savoir que pour une analyse de routine, pour l'isotopie du mercure, si on peut appeler ça routine, il faut à peu près 10 nanogrammes de mercure. Voilà. Donc, si vous avez 100 picogrammes ou 200 picogrammes par litre dans l'océan, il vous faut 20-30 litres d'eau pour faire une analyse isotopique. Donc, ça devient... Et que tout soit propre, évidemment, pour que ce soit possible. Donc, vous voyez un petit peu le challenge. Après, il y a eu beaucoup de réglementations, puisqu'il y a la Convention de Minamata qui a permis de diminuer les émissions de mercure dans l'atmosphère et dans les milieux aquatiques ou dans les sols. Et dans la plupart des pays industrialisés de l'hémisphère nord, Europe, Amérique du Nord, etc., vous voyez ici les différentes périodes. Vous voyez que les émissions, donc en rouge et en noir, ont diminué fortement. Mais dans le même temps, évidemment, l'Asie s'est développée et d'autres continents, et qui ont, eux, augmenté les émissions de mercure. Ce qui fait que les émissions globales de mercure stagnent, voire augmentent. Principalement, les deux principales sources à l'atmosphère, si on parle de l'atmosphère, c'est la combustion du charbon et c'est l'orpaillage illégal qui utilise du mercure pour amalgamer l'or. Et ça reste les deux principales sources dans l'environnement à l'échelle globale. Alors, comme j'ai dit, une fois que c'est mis dans l'atmosphère, ça peut circuler très vite sur la planète. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'isotopie du mercure, et en fait, on est très jeunes là-dedans, puisque les premières mesures d'isotope du mercure, on va dire avec les multicollecteurs qui sont arrivés, datent des années 2000, et un début de systématique est vraiment apparu à la fin des années 2000, vers 2010, on va dire, ce qui fait que jusqu'ici, on se contentait, quand on étudiait le mercure, ce que j'ai fait pendant assez longtemps, de regarder les concentrations, de faire des bilans de masse, et de regarder la spéciation du mercure, autrement dit les différentes formes chimiques sous lesquelles le mercure est présent. Donc, je vous ai parlé du mercure élémentaire, du mercure inorganique, des complexes qui forment avec la matière organique, par exemple, mais aussi du méthylmercure, ce composé qui est fabriqué par des bactéries et qu'on va retrouver dans les poissons que l'on va manger, et qui fait que c'est un polluant d'intérêt global. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, c'est un bilan assez récent des différentes phases du cycle du mercure à l'échelle globale, mais aussi, vous voyez, les différentes formes chimiques du mercure qui rentrent en jeu. Donc, vous voyez qu'on commence à avoir une bonne idée des différentes interactions et des différents mécanismes du mercure dans les différents types d'environnements. Et surtout, ça, c'est dans une review très, très intéressante de Obrist, qui est assez récente, si ça vous intéresse. Ils ont mis l'accent aussi sur les mécanismes dans lesquels, par exemple, il y a des changements en termes d'émissions, dans lesquels le changement climatique va avoir un effet, et dans lesquels, par exemple, l'utilisation des sols aura un effet sur le cycle géochimique. Et donc ça, c'est vraiment utile aussi vis-à-vis de la Convention de Minamata, où sont les points d'action en fait, pour réduire l'impact de la pollution au mercure, mais aussi mieux comprendre l'évolution du cycle à l'échelle globale. Donc j'espère aussi aujourd'hui vous convaincre que le mercure, ce n'est pas que seulement étudier de la pollution, c'est aussi un objet scientifique très intéressant, qui peut être à la fois un traceur de processus, voire un traceur écologique, en particulier via les isotopes. Donc je ne rentre pas plus dans les détails, puisqu'on va regarder ça plus spécifiquement pour la partie atmosphère et végétaux. Alors, les isotopes du mercure, alors on est assez chanceux, puisqu'évidemment, vous avez 7 isotopes. Donc, c'est un élément dont le 196 est très, très peu abondant, donc difficilement mesurable, mais avec un multicollecteur qui a une bonne configuration, on peut mesurer 6 isotopes du mercure en même temps, ce qui est assez intéressant. Et avec des abondances relatives, on va dire suffisantes pour qu'on ait des bonnes précisions sur les 4 isotopes. Alors, comme les autres systèmes isotopiques, on peut regarder la variation de la composition isotopique sous une notation delta, et maintenant, il y a un accord depuis on va dire une quinzaine d'années, c'est assez récent, pour utiliser une solution du NIST comme référence internationale pour établir la composition isotopique. Alors, comment on analyse ça? Alors, actuellement, c'est le multicollecteur qui est l'outil de choix. Et l'autre intérêt du mercure, c'est qu'il y a une méthode d'analyse qui existe depuis très longtemps pour analyser le mercure total à partir d'une solution qui s'appelle la Cold Vapor Generation, ou la génération de vapeur froide. Et en fait, il s'agit tout simplement de faire réagir du mercure inorganique, donc oxydé de plus,
avec du chlorure stanneux. Et le chlorure stanneux a la capacité de spécifiquement réduire ce mercure inorganique, de le transformer en mercure gazeux. Et ensuite, en optimisant un séparateur gaz liquide, on peut introduire dans le multicollecteur directement du mercure en phase gazeuse. On peut donc aussi le séparer de sa matrice. Et donc, ça a un double avantage, c'est que ça peut enlever beaucoup d'étapes de purification avant toute analyse, et ça permet une introduction directe en phase gazeuse, ce qui évite aussi tous les problèmes de nébulisation, etc., et de perte de signal. Donc, on a un système qui a une relative bonne sensibilité avec cette introduction directe en phase gazeuse. Après, on peut aussi utiliser des solutions de thallium, par exemple, pour corriger du biais de masse, l'isotope 203, 205, et on fait du bracketing comme méthode on alterne avec des échantillons pour corriger, donc avec le NIST 3133. Il y a aussi un matériau de référence secondaire qu'on utilise qui vient de la mine d'Almaden, on en reparlera tout à l'heure, et qui nous sert de standard secondaire pour évaluer la qualité des mesures. Alors, si on regarde un biplot isotopique du mercure en regardant seulement les isotopes pairs, donc ici, vous avez, on normalise par rapport au 198, donc ici, vous avez le delta 200 sur 198 par rapport au 202 sur 198. Et ici, c'est une base de données qu'avait fait mon collègue Jeroen Sonk en 2015. Et ici, vous voyez donc un graphique qui représente les deux compositions isotopiques, et vous voyez que tous les points s'alignent, quasiment tous les points, sur une droite qui correspond au fractionnement dépendant de la masse. Et donc, on voit que pour ces isotopes, on a une grande variation de la composition isotopique, puisqu'on peut aller, par exemple, de moins 6 pour 1000 à plus 2 pour 1000, ou plus 2,4 dans le cas de 2,5. Ce qui veut dire qu'on a à peu près 1% de variation de la composition isotopique du mercure. Donc, vous voyez que bien que ce soit un élément, on va dire, lourd, un isotope lourd, l'intensité ou la gamme de fractionnement est très importante pour ce type d'élément. Et ça a été, on va dire, la première surprise quand les gens ont commencé à mesurer cet isotope dans l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on a, maintenant, on a quand même cette nouvelle dimension qui nous permet de regarder à la fois les formes chimiques du mercure, les concentrations, et maintenant les isotopes stables. Alors, là où ça se complique un petit peu, c'est que, heureusement, il y a eu la présentation d'Ilan Bourgeois tout à l'heure, c'est que si on regarde les isotopes impairs, par exemple, le delta 199 sur 198, on s'aperçoit qu'un grand nombre d'échantillons s'écartent de la ligne de fractionnement dépendant de la masse, si on compare ça par rapport à un isotope pair. Et on voit qu'on peut avoir des fractionnements indépendants de la masse négatifs, mais surtout parfois très positifs, en particulier pour le biote aquatique. Et donc ça a été mis en évidence. Au début, les gens ont pensé que c'était une contamination, une erreur de mesure. Et en fait, c'est un peu plus tard que Bergquist et Bloom, un papier qui est assez fameux dans la communauté du mercure, ont montré que ce fractionnement indépendant de la masse était essentiellement, n'intervenait que sur les isotopes impairs, donc le mercure 199 et le mercure 201, et il était lié au spin nucléaire de ces atomes. Donc évidemment, ces deux atomes-là, qui sont utilisés à RMN aussi, sont des atomes qui ont un spin nucléaire non nul, alors que tous les isotopes pairs, évidemment, ont un spin nucléaire nul. Et le fait que ces isotopes aient un spin nucléaire non nul fait qu'ils ont un comportement différent lors de réactions photochimiques, et en particulier deux mécanismes bien connus des gens qui travaillent sur le mercure dans le milieu aquatique. La photodéméthylation du mercure, qui est complexée avec de la matière organique et qui va produire du mercure gazeux, ou la photoréduction du mercure, qui va produire aussi du mercure gazeux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que le méthylmercure résiduel ou le mercure inorganique résiduel sont enrichis en isotopes impairs, alors que les produits vont être appauvris en isotopes impairs. Ce qui fait que le méthylmercure résiduel, par exemple, dans un milieu aquatique, sera enrichi en isotopes impairs dans un fractionnement qui est indépendant de la masse. Et c'est ce méthylmercure-là qui va se bioaccumuler et finir dans les poissons qu'on va manger, par exemple.
Et c'est pour ça que dans le biote aquatique, on va retrouver cette signature très, très positive. Donc voilà un petit peu l'histoire. Alors, si on regarde un petit peu plus près ce qui se passe au niveau chimique, je vais essayer de faire ça simplement. C'est lors d'une réaction photochimique entre deux réactifs. On a les réactifs, évidemment, peuvent être excités sous un état singulier, donc les électrons. Et on sait qu'il peut y avoir des conversions de spin électronique vers des états triplés. Et lorsqu'on a une conversion vers un état triplé, en fait, la réaction ne peut pas s'effectuer, alors que lorsqu'ils sont en état singulier, évidemment, les électrons peuvent s'appareiller et former une liaison, par exemple. Et donc, la réaction se fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour le mercure, il se passe exactement la même chose. On a formation soit de mercure inorganique dans le cas de la photoréduction de mercure inorganique, soit de méthylmercure sous forme radicalaire dans le cas de la photodéméthylation, sous l'influence de la lumière. Et on a une conversion entre un état singulier et un état triplé avec ces radicaux-là. Et il se trouve qu'à cause du spin nucléaire des isotopes impairs, en fait, on aura beaucoup plus d'isotopes impairs qui vont former un état triplé. Et ça c'est un couplage de spin entre le spin nucléaire et le spin électronique. Et ça va faire que les isotopes impairs vont moins réagir que les isotopes pairs. Donc, vous voyez que c'est un mécanisme qui est indépendant de la masse, qui dépend, en fait, c'est un effet quantique entre le spin nucléaire et le spin électronique. Et ça va générer ce fractionnement indépendant de la masse, pardon, lors de réactions photochimiques pour ces deux isotopes impairs. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, mais voilà, vous avez un petit peu les principes généraux dans ce qui a été identifié dans le cas du mercure. Alors, il faut savoir, c'est juste pour votre information générale, il y a un autre phénomène de MIF qui existe, qui est non photochimique et qui s'appelle nuclear field shift, ou de manière plus simple, le volume nucléaire. Et en fait, c'est un petit peu la même histoire où la densité de charge et une interaction entre la densité de charge nucléaire et le devenir des électrons qui vont former des liaisons et qui vont faire que le volume nucléaire, autrement dit, le temps de résidence des électrons de valence, va être plus faible dans les isotopes impairs que dans les isotopes pairs. Et ça va générer une instabilité pour ces deux isotopes. Et donc là, on aura des composés, des isotopes du mercure qui vont former des liaisons moins stables, donc plus réactives, que les isotopes pairs, dans ce cas-là. Évidemment, ce MIF-là, il est beaucoup plus faible que le MIF photochimique, et on ne le verra que dans certains cas particuliers où il n'y a pas de lumière, évidemment. On n'en reparlera plus aujourd'hui, mais c'était juste pour vous informer de ce type de fractionnement indépendant de masse. Donc là, évidemment, le système isotopique du mercure s'enrichit puisqu'on a une autre dimension que sont en particulier le fractionnement indépendant de la masse des isotopes impairs. Et ici, vous avez évidemment, on peut le calculer, ce fractionnement indépendant de la masse pour tous les isotopes en fonction, évidemment, en corrigeant du fractionnement de la masse. Et on peut calculer un écart au fractionnement dépendant de la masse pour chacun des isotopes qui sont mesurés. C'est comme ça qu'on obtient ces valeurs. Alors après, on peut arriver à une systématique pour étudier les différents processus. Par exemple, on voit que ici, vous avez une échelle où on met le delta 199, autrement dit le fractionnement indépendant de la masse en fonction du fractionnement dépendant de la masse. Si vous avez un composé qui a la composition élémentaire du NIST, c'est-à-dire un delta de 0, vous voyez que s'il subit essentiellement des processus biologiques, autrement dit la méthylation par exemple, ou la réduction à la déméthylation microbienne, le produit sera enrichi en isotope léger et le réactif en isotope lourd de manière très classique. Et puis dès qu'on va faire intervenir la lumière, donc vous avez ici la photoréduction, la photodéméthylation, la photoréduction dans la neige en présence d'halogènes, la photoréduction avec des UVC avec des ligands thiolés. Bon, il y a eu plusieurs types d'expériences. Ça peut aller vers des fractionnements indépendants de la masse positifs ou négatifs. En tout cas, dans tous les cas, vous avez une expression significative du fractionnement indépendant de la masse, du delta 199 ou du gros delta 201, dès qu'il y a présence de lumière. Et ici, pour l'équilibre lors de l'évaporation,
vous avez un léger fractionnement indépendant de la masse qui, lui, est dû au fameux volume nucléaire qui va être effectif dans ce genre de processus. Donc voilà, on commence un peu mieux à contraindre le système. Vous voyez que ça devient assez compliqué. Alors, comment on peut utiliser ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est on va revenir à notre thème d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire du biomonitoring ou tracer des processus en utilisant l'enregistrement isotopique du mercure dans le vivant? Alors, ici, c'est la première étude en fait de biomonitoring atmosphérique qui utilise les lichens, dont on va reparler aujourd'hui, l'isotopes du mercure. Donc, ça a été fait en collaboration avec à l'époque, je voulais lui rendre hommage, Jean Carignan du CRPG et notre équipe, durant la thèse de Nicolas Estrade, où ils ont pu montrer finalement qu'on pouvait tracer assez bien, en utilisant les deux dimensions isotopiques, autrement dit le fractionnement indépendant de la masse et le fractionnement indépendant de la masse, les différentes sources de mercure atmosphérique. Ici, vous avez, autrement dit, le domaine isotopique de bruit de fond, c'était dans la région de Metz, donc dans la campagne environnante. Vous avez la signature isotopique des lichens qui ont été collectés dans la campagne. Et ensuite, différents sites, donc un site industriel, une vallée industrielle à proximité de ce site, une zone urbaine, une zone périurbaine et une zone rurale. Et on voit que la signature isotopique montre on va dire, deux N-members, probablement avec une signature isotopique provenant de la pollution urbaine et une autre provenant de la pollution industrielle. Donc ça, c'est intéressant de montrer que c'était la première étude de ce type-là. Elle était 100% française et a permis de lancer en particulier cette thématique et surtout la thématique de l'utilisation des isotopes du mercure pour les échanges surface-atmosphère. Alors, un peu plus tard, c'est-à-dire 10 ans plus tard, ici vous avez une revue qui a été publiée par Kwon et qui montre un peu les interactions du mercure avec les écosystèmes terrestres et en particulier avec la végétation. Et donc, on voit qu'on a notre mercure gazeux total, donc c'est ce qu'on appelle TGM, Total Gaseous Mercury, qui a un fractionnement indépendant de la masse plutôt positif, un fractionnement indépendant de la masse plutôt négatif. Par contre, dans une zone industrielle, comme on l'a vu tout à l'heure, on a des compositions différentes. On aura un fractionnement indépendant de la masse plutôt négatif, un fractionnement indépendant de la masse plutôt nul. Et ces deux pôles vont être assimilés par la végétation. Et ça, ça a été bien montré, puisqu'on a parlé du carbone tout à l'heure, ça fait bien la liaison, que le mercure gazeux pouvait rentrer dans la végétation par les feuilles via les stomates. Et lors de cette assimilation, on observe un fractionnement dépendant de la masse, puisque c'est un processus biologique ou biochimique, on va dire. Et à ce moment-là, le fractionnement dépendant de la masse devient plus négatif, le delta 202 devient plus négatif, alors que le fractionnement indépendant de la masse, lui, n'est pas changé, puisqu'il n'y a pas de lumière mise en jeu. Et donc, lui, il trace bien, on va dire, la source atmosphérique, on peut le dire comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, les gens ont montré que l'essentiel, une grande partie du mercure qui arrivait dans les sols arrivait via la végétation, donc via l'uptake atmosphérique. Ce qui fait que la litière, en particulier dans les forêts, a quasiment une composition très proche de celle des feuillages. Donc on a vraiment un transfert quantitatif entre les feuillages et la litière. Et ensuite, évidemment, c'est transmis au sol des forêts. On va retrouver cette signature-là, à laquelle va s'ajouter plus ou moins de dépôts de précipitation, plus ou moins de sources minérales s'il y a un enrichissement, on va dire, géogénique en mercure, par exemple. Et là-dedans, on aura aussi le mercure gazeux qui va pouvoir réagir avec la matière organique, qui va modifier cette composition isotopique. On va arriver à un peu plus de complexité. Mais voilà un petit peu ce que l'on sait actuellement, on va dire, sur les échanges mercure, qui ont en fait, les isotopes ont permis de beaucoup mieux améliorer cette connaissance-là des échanges. Ils ont permis de valider beaucoup d'expérimentations précédentes et de confirmer ces processus. Alors nous, on va s'intéresser aux lichens épiphytes qui se situent à peu près par là, sur le tronc des arbres ou sur les branches. Et on va voir à quoi ça pourrait servir en utilisant les isotopes du mercure. Alors, juste pour comparaison, puisque c'est une étude qu'on a faite aussi, on a comparé des isotopes, je ne vais pas parler des isotopes du plomb, mais
on a comparé les isotopes du mercure et du plomb dans des études similaires et sur les mêmes échantillons. Donc évidemment, la plupart des éléments métalliques rentrent au niveau des lichens par les dépôts des pluies, des neiges, de brouillard ou de sédimentation d'impaction de particules, par exemple. Donc c'est le cas du plomb. Et par contre, pour le mercure gazeux, on imagine que l'essentiel du mercure gazeux va arriver en phase gazeuse, et peut-être un petit peu par les pluies, mais essentiellement en phase gazeuse. Donc on voit bien que on ne peut pas comparer les deux systèmes, ils sont plutôt complémentaires entre, on va dire, un métal cationique et le mercure qui est essentiellement dans l'atmosphère sous forme gazeuse. Alors, pour ça, pour tester un peu toutes ces hypothèses, on n'est pas allé très loin. Vous voyez, vous avez Pau ici, et on est allé dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, c'est un projet qui a été financé par aussi des ressources régionales et l'ADEME et l'INE. Et on s'est intéressé à un territoire, on regardait si la composition isotopique, en utilisant le biomonitoring atmosphérique, pouvait nous donner une information sur les sources de pollution, les apports de mercure à une échelle d'un territoire. Alors ici, on n'est pas dans un territoire industriel, c'est les Pyrénées-Atlantiques. Alors par contre, il y a une vraie frontière culturelle, puisqu'on est entre Béarnais et Basque, donc vous voyez, il y a toujours des conflits historiques là-dedans. On a quelques sources de pollution, des incinérateurs et en particulier une acérie au niveau du port de Bayonne qui est assez important. Alors l'idée, c'était aussi de regarder quel type de territoire on avait. Donc ici, vous voyez que la grande partie du sud-ouest ici, alors la couleur, ça vous indique quoi? C'est les données EMEPS. Ça vous donne essentiellement l'information que c'est un territoire où les dépôts dominent les émissions. Donc on est plutôt un récepteur des transports régionaux et à longue distance. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a énormément des dépôts de mercure qui arrivent, qui viennent des émissions à l'échelle globale ou en tout cas à l'échelle européenne. Donc on est plutôt un territoire récepteur qu'émetteur. Alors, comment on a défini l'échantillonnage? Ça, c'était dans la thèse de Julien Barre, il y a quelques années déjà, mais j'aime bien cette étude parce qu'elle illustre bien les stratégies qu'on peut avoir. Avec des géographes, on a regardé aussi, en utilisant les systèmes d'information géographique, différentes zones, découper le territoire en zones urbaines, industrielles, commerciales, les réseaux routiers et les bâtiments, les zones agricoles, les zones forestières. Et on a regardé aussi la contribution des émissions au mercure de ces différents types de territoires pour essayer de pondérer les points d'échantillonnage par rapport aux facteurs d'émission. Ce qui nous a permis d'avoir environ une centaine de points d'échantillonnage pour représentatifs des émissions de mercure du territoire. Donc ici, vous avez la carte des Pyrénées-Atlantiques et vous avez les différents points alors, avec un code couleur. En jaune, ce sont les zones agricoles qui ont été prélevées, en vert, les zones forestières, en rouge, les zones industrielles, en bleu, les zones urbaines. On a environ 91 sites, 150 échantillons ont été prélevés. Ils ont été prélevés entre 2010 et 2012. Donc les zones urbaines sont essentiellement les zones urbaines de Bayonne, de la côte basque, de Pau, et les zones industrielles, c'est le complexe industriel de Lac, à proximité de Pau, qui est un complexe chimique. Au niveau de l'échantillonnage, on a utilisé une norme de biodiversité et on a utilisé plusieurs espèces car il y avait une certaine hétérogénéité de ces espèces dans tout le territoire, puisqu'on allait de zones urbaines à des zones agricoles intensives jusqu'au parc national des Pyrénées. Donc, il y avait des conditions à la fois climatiques et de pression anthropique très différentes. Donc, on ne trouvait pas toujours les mêmes espèces. Donc, on s'est basé sur un échantillonnage multi-espèces. Et on a travaillé, on a fait chaque point d'échantillonnage représentait environ 1 hectare, suffisamment loin des axes routiers, dans lesquels on a prélevé, on a collecté ces lichens et on les a homogénéisés par la suite. Alors ça, ce qui était intéressant, c'était on s'est posé la question de savoir que si on mesure la composition isotopique ou les concentrations, évidemment, dans ces différents types d'échantillons et qu'on les prélève à différentes périodes de l'année, est-ce que la composition isotopique change au cours de l'année? Et est-ce qu'elle change entre plusieurs années? Autrement dit, si on échantillonne sur plusieurs périodes, quel va être le biais généré par cet échantillonnage? Alors ici, vous voyez les données en delta 202, en fractionnement, donc en gros delta 199, et aussi vous avez le rapport 206-207 ici qui est indicatif.
Et vous voyez qu'en fait, on a une certaine variabilité de l'isotopie pour les différentes campagnes d'échantillonnage, mais qui n'est pas si important. Le plus intéressant, c'est de regarder si cette variabilité est plus ou moins importante que la reproductibilité de notre mesure sur un matériau de référence, qui est un lichen de référence. Et on s'aperçoit que pour le plan, en fait, on a une grande variabilité par rapport à la précision qu'on peut avoir sur la mesure. Donc, on voit bien qu'il y a des variations saisonnières significatives par rapport à notre précision analytique, alors que pour le mercure, on s'aperçoit que principalement, d'une manière générale, la variabilité qu'on a sur notre échantillonnage est inférieure à la précision qu'on peut avoir sur les mesures ou équivalente dans le cas du fractionnement indépendant de la masse. Donc ça nous dit que notre échantillonnage n'a pas complètement biaisé l'interprétation de nos données. On a fait le même test aussi en fonction des espèces de lichen pour voir s'il y avait un biais généré par les espèces de lichen. On observe un léger biais, mais ça ne modifie pas l'interprétation des données. Donc ici, vous avez les différentes concentrations qui ont été mesurées. Vous voyez que c'est assez variable en fonction des territoires, avec quand même une majorité de concentrations plus importantes en mercure dans les zones urbaines et aussi industrielles. Mais vous voyez qu'il y a des zones plus éloignées qui ont aussi des concentrations significatives. Alors, vous voyez que les concentrations vont entre 10 microgrammes par kilogramme jusqu'à 0,1 100 microgrammes par kilogramme. Si on compare les différents sites qu'on a échantillonnés, on s'aperçoit qu'on a difficilement de différence entre les sites urbains, industriels, agricoles et forestiers. Donc, on s'aperçoit que l'utilisation du sol n'est pas un facteur déterminant d'une manière générale pour voir des variations de concentration significatives. Par contre, si on regarde les zones industrielles ou urbaines au niveau du Béarn et du Pays Basque, on voit qu'on a des différences. Et à ce moment-là, on voit qu'au niveau du Pays Basque, on a des concentrations plus fortes qu'au niveau du Béarn. Donc, les Basques battent les Béarnais dans ce cadre-là. On peut dire ça comme ça. Et on se demandait pourquoi. Et on a regardé, donc, évidemment, au niveau des isotopes. Donc, ici, vous avez la même carte avec la composition isotopique qui allait environ de moins 2,9 jusqu'à 0, à peu près. Et vous voyez ici la distribution. Donc, le cercle correspond à plus le cercle est grand, plus la composition isotopique se rapproche des zéros, autrement dit, plus la composition isotopique est lourde du mercure. Et on s'aperçoit qu'aussi on a des valeurs qui sont importantes dans les zones éloignées, mais aussi dans les zones urbaines. Donc on s'est posé la question de savoir pourquoi c'était aussi peu discriminé. Alors là encore, si on regarde la composition isotopique du fractionnement dépendant de la masse avec le delta 202, on s'aperçoit que les différentes utilisations du sol ne permettent pas de vraiment voir de tendance entre les différentes zones. Par contre, si on répartit les points par zone géographique, on s'aperçoit qu'au niveau des zones urbaines, il n'y a finalement pas beaucoup de différence. Par contre, il y a une différence vraiment significative entre les zones industrielles, Pays Basque et Béarn. On a aussi fait des statistiques, on a regardé si la composition isotopique du mercure avec le delta 202, puisque le MIF n'était pas assez variable pour voir quelque chose de significatif, pouvait varier en fonction de données liées au système d'information géographique. Donc, on a calculé des densités industrielles, agricoles, routières, etc., le bilan hydrique, l'altitude, les distances à la côte, l'orientation, la pente. Et on s'est aperçu que le delta 202 variait principalement en fonction de la densité urbaine et la densité industrielle, mais qu'avec cette relation, on expliquait qu'environ 30% des données. Donc, ça reste peu significatif. Alors, pour aller plus loin, on a analysé les sites encore plus proches du site industriel qui nous intéressait. Et donc, ici, vous avez l'ensemble des points ici avec leur code couleur. Donc, ici, vous avez en bleu les zones urbaines, en rouge les zones industrielles. Et puis, les losanges sont au niveau du Pays Basque et les triangles sont au niveau de Béarn. Et donc, en jaune, ce sont les zones agricoles et en vert, les zones forestières, pour finir. Et ici, vous avez la fameuse fonderie qui fabrique de l'acier, pour lequel on a fait un échantillonnage spécifique. Et on s'aperçoit que l'ensemble des points, il y a une tendance qui va vers
cette signature isotopique qui correspond aux émissions de la fonderie. La littérature nous dit aussi donc que ce soit des poussières de fonderie, des sédiments contaminés d'une fonderie ou alors de manière générale, ont cette signature. Et on voit bien que les points qui correspondent évidemment à la zone industrielle du Pays Basque se rapprochent de cette composition élémentaire, pas exactement, mais on se rapproche. Donc ça veut dire qu'on a une influence de ces émissions sur la composition isotopique des lichens et on trace un petit peu la pollution. Donc maintenant, si on regarde je vais revenir là ici, on voit que la principale discrimination, pardon, elle se fait par rapport au fractionnement dépendant de la masse et pas par rapport au fractionnement indépendant de la masse, qui lui varie très peu. Vous voyez que la gamme de variation est relativement faible, entre 0,2 et 0,6. Et donc ça ne permet pas de discriminer. Donc c'est le fractionnement dépendant de la masse qui permet le mieux de discriminer ces sources. Et si on regarde la composition isotopique du mercure 202 en fonction de l'inverse de la concentration dans les lichens, on voit bien que cette zone industrielle ici s'aligne en fait sur la composition isotopique de la zone de la fonderie, et que ici on a une signature isotopique qui correspond, on va dire, au bruit de fond régional. Et donc on voit bien ici encore, on peut utiliser, en utilisant les paramètres d'utilisation des sols, un échantillonnage approprié, on peut arriver à tracer un petit peu l'impact de certaines sources de pollution à l'échelle d'un territoire. Donc après, on peut s'amuser, si on connaît la composition isotopique des deux N-members, on peut s'amuser pour les différents points. Ici, vous avez la zone de Bayonne, ici, vous avez les rochers de Biarritz, pour ceux qui connaissent, qui font du surf. Ici, vous avez Anglette, ici Bayonne, et ici, la zone industrielle. Et pour chaque point d'échantillonnage, on peut s'amuser à portionner les sources et à regarder en rouge, par exemple, la contribution de la fonderie ou des sources anthropiques locales, et en blanc, la contribution de bruit de fond. Vous voyez aussi que la rose des vents fait qu'on a des vents essentiellement d'est et de nord-ouest venant de l'océan, fait que l'essentiel de la pollution revient vers la zone urbaine. Donc c'est assez logique qu'on retrouve cette signature à plusieurs kilomètres des émissions. Alors maintenant, on va s'éloigner un petit peu des sites pollués, on va rester dans la même région, on va rester finalement dans le Pays Basque. Et dans un projet européen interrégional, on a travaillé avec l'NCA7 à Toulouse, l'Université du Pays Basque et l'Université de Navarre, sur la forêt d'Irati. Et on a essayé d'avoir la même approche sur les bioaccumulateurs. Donc les collègues de Navarre travaillent sur une espèce de mousse, l'Hypnum cupressiforme, qui est utilisée de manière standard pour étudier pour faire du biomonitoring atmosphérique. Et nous avons utilisé même une troisième espèce de lichen, puisque là, le territoire est plus homogène, de lichen épiphyte, pour regarder la composition isotopique de mercure aussi. Donc, il faut savoir que la forêt d'Irati, c'est la plus grande forêt de hêtres dans cette région de l'Europe. Elle est à la cheval sur la frontière franco-espagnole. Donc ici, vous avez les points d'échantillonnage côté français au nord et côté espagnol au sud, et avec aussi un gradient d'altitude, puisque la partie française est plus basse que la partie espagnole. Mais on a essayé de faire un échantillonnage représentatif. Aussi, un certain nombre d'échantillons de sol d'horizon organique ont été prélevés en même temps. Donc la particularité, c'est qu'on a utilisé les prélèvements de mousse sont des mousses les pousses de l'année, donc autrement dit, ça représente la bioaccumulation de la dernière année, alors que les lichens ont été prélevés en entier, comme on faisait déjà, et représentent une accumulation beaucoup plus longue de plusieurs années. Il y a plus de 50 sites qui ont été échantillonnés. Alors, au niveau des résultats, on s'est aperçu qu'on avait des concentrations en mercure qui étaient beaucoup plus fortes dans certains points de basse altitude côté français, comme vous pouvez le voir, et on a une légère augmentation entre 400 et 800 mètres et dans les points les plus bas, alors que dans les points les plus élevés, qui reflètent un peu les masses d'air qui viennent de la longue distance, on a des concentrations plus homogènes. Donc, on a des concentrations de fond en altitude dans la forêt, la partie haute de la forêt, qui sont très semblables à celles que l'on trouve dans les zones éloignées des Pyrénées-Atlantiques. Et par contre, on a ces concentrations à plus basse altitude qu'on a eu du mal à comprendre. Donc, on a regardé les isotopes. Donc ici encore, vous avez
le delta 202 par rapport au 198, donc le fractionnement dépendant de la masse, en fonction de l'inverse de la concentration. On s'aperçoit que pour un certain nombre de points, donc en bleu, vous avez les échantillons pris du côté espagnol et en rouge, les échantillons côté français. Donc, il y a beaucoup de frontières dans nos données. Et vous voyez que la composition isotopique reflète celle qu'on observe dans le bruit de fond régional. Par contre, on s'aperçoit que quand la concentration augmente, on a des compositions isotopiques beaucoup plus légères pour les concentrations les plus fortes, et on a une droite de dilution entre le bruit de fond et un système avec une composition isotopique plus légère, mais plus concentrée en mercure. La seule explication, c'est très compliqué à expliquer, la seule explication que l'on a pour actuellement, c'est que dans ces zones-là, que vous avez pu voir avant, en basse altitude ici, il y a beaucoup d'écobuage intensif, parce que c'est lié à des pratiques agricoles très anciennes, où on fait de l'écobuage pour renouveler le pâturage des animaux, qui sont en grand nombre dans cette région-là, des moutons et des vaches en particulier. Et donc, on suppose que la combustion de ces pâturages et de ces buissons entraîne des réémissions de mercure avec un fractionnement particulier qui pourrait contaminer les lichens. Ceci dit, on n'a pas d'évidence expérimentale de la véracité de cette hypothèse. En tout cas, c'est une hypothèse de travail sur laquelle on pourrait travailler, qui est intéressante aussi dans d'autres cas, et on verra ça tout à l'heure. Donc, si on fait un bilan un peu de toutes les données qu'on a, on regarde nos deux dimensions isotopiques, donc le fractionnement indépendant de la masse que vous avez ici, comme tout à l'heure, le fractionnement indépendant de la masse en abscisse. Vous avez différentes couleurs. Donc, en rouge, ici, vous avez les lichens. Donc, nos lichens particuliers qui sont un peu plus contaminés en mercure, dont on suppose qu'ils proviennent d'une émission liée à la combustion. Nos lichens, on va dire, classiques, qui correspondent au bruit de fond atmosphérique. Ici, en vert, vous avez les mousses, et donc on s'aperçoit que les mousses ont une composition isotopique différente des lichens. Et vous avez en bleu, vous avez les sols, qui sont entre les deux. Et en noir, ici, vous avez les lichens des Pyrénées-Atlantiques, donc qui se rapprochent de nos lichens de la forêt d'Irati. Donc ça veut dire quoi? Ici, vous avez aussi représenté les études de la thèse de Maxime Enrico à Toulouse, où il y a des mesures dans les pluies, dans les Pyrénées, et les mesures de mercure gazeux. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a ici? On a le mercure gazeux qui est dans l'atmosphère, dans les endroits éloignés des Pyrénées, qui va être assimilé par les lichens. Et donc, durant l'assimilation, on a un fractionnement dépendant de la masse, et donc on a une composition isotopique plus légère du mercure, comme on l'a vu tout à l'heure pour les feuillages. Par contre, on s'aperçoit que les mousses ont une composition isotopique intermédiaire, et en général supérieure à celle avec un fractionnement indépendant de la masse supérieur au mercure gazeux. Et donc là, ça veut dire que dans les mousses, on a aussi une contribution des apports humides et des dépôts humides qui sont très importants dans cette région. Donc ça veut dire que dans les deux bouillons accumulateurs, on n'accumule pas tout à fait la même fraction du mercure atmosphérique. On va dire simplement que dans les lichens, on a essentiellement du mercure gazeux qui est accumulé. Donc, on mesure vraiment la contribution du mercure gazeux. Alors que dans les mousses, qui sont près du sol, on a une contribution, un mélange entre le mercure gazeux qui a été assimilé et les dépôts humides. Et si on regarde les sols, en fait, les sols sont plus proches des lichens et ils représentent en fait la composition isotopique qui provient des feuillages. Donc voilà, on retrouve un peu notre système tel qu'il était, tel que je l'ai présenté tout à l'heure dans l'exemple de la forêt d'Irati. Alors maintenant, on va aller un peu plus au sud. On était un peu en Espagne, on va y aller un peu plus. On va aller sur Almadén. Donc là, on a pu faire une étude grâce à mes deux collègues, Rosa et Maria, de l'Université Castilla-La Manche, et qui travaillent sur la région d'Almadén depuis 20 ans. Et donc, évidemment, Almadén, quand on travaille sur le mercure, c'est assez intéressant parce que c'est la plus grosse mine de mercure au monde. Même si elle est finie d'exploiter, évidemment, elle est exploitée depuis les Romains. Et toute la zone est à peu près impactée par les émissions de mercure, sachant que géologiquement, le système est enrichi en mercure. Et puis, l'extraction du mercure a fait qu'il y a beaucoup de sites contaminés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un échantillonnage combiné. Alors ici, vous avez différentes mines de mercure. Il y en a deux principales. La mine principale est El Entredicho ici. Et on a échantillonné des sédiments dans la rivière à l'aval
des sites d'extraction, dans le lac qui est aussi à l'aval de ces sites-là. Et on a aussi échantillonné en vert ici des lichens à proximité et un peu plus loin des différentes mines pour voir si on pouvait comparer la composition isotopique du mercure dans les sédiments et dans les lichens et regarder la dispersion de cette pollution éventuelle. Donc ici, vous avez deux graphiques qui montrent la composition du delta 202 du mercure en fonction de la distance de la mine d'Almaden. Bon, on s'aperçoit que pour les lichens, en fait, ça marche assez bien. Ici, vous avez à proximité de la mine, on a des compositions qui s'approchent de zéro. Donc, c'est la composition isotopique à laquelle on s'attend pour des pour des minerais de mercure et pour le delta 202. Et plus on s'éloigne, plus on va vers des compositions isotopiques négatives. Vous voyez que les dernières sont autour de -2, ce qui est à peu près ce qu'on a vu dans les bruits de fond régionales au niveau des Pyrénées. Et pour les sédiments, on a une dilution, mais on a aussi une diminution de la signature isotopique, mais qui est moins franche et moins claire. On en reparlera tout à l'heure, mais aussi, bon, on voit quand même un changement de la composition isotopique, mais qui est moins probant. Alors pour les lichens, en fait, ici, vous avez le graphique qui montre le fractionnement indépendant de la masse en fonction du fractionnement indépendant de la masse, comme tout à l'heure. Ici, vous avez le domaine de la composition isotopique en fait, des cinabres d'Almaden qui sont dans les mines. Ici, vous avez ce qu'on a observé dans le bruit de fond au niveau des Pyrénées, donc dans les zones éloignées. Et on s'aperçoit que tous les points se situent à peu près entre ces deux pôles. Et on voit bien l'influence, le mélange de ces deux sources, on va dire la source régionale ou européenne et la source locale aussi au niveau des lichens. Donc on voit qu'ici aussi, on a une application assez intéressante pour ce genre d'études dans ce site un peu exceptionnel. Après, on a essayé de regarder aussi de la même manière la composition isotopique en fonction de l'inverse de la concentration pour voir si on avait une dilution. Alors, comme je l'ai montré ici, vous avez les minerais de mercure. Ici, vous avez la composition isotopique dans les lichens sur différents sites. Vous voyez que vous avez une tendance à une diminution, le site le plus éloigné étant le plus proche de notre fond atmosphérique. Donc, on voit que ça marche assez bien pour les lichens. On voit bien que la concentration et l'isotopie vont dans le même sens. Pour les sédiments, c'est beaucoup moins vrai. On voit d'autres phénomènes. On ne sait pas si c'est d'autres sources de mercure ou de l'altération qui vont modifier la composition isotopique, puisque évidemment, dès qu'il y aura une transformation chimique ou géochimique, il y aura un fractionnement possible du mercure. Alors tout ça, ça nous amène, on a parlé d'écobuage. Suite à ce travaux sur l'écobuage, on a été contacté, on connaissait des collègues au Brésil qui travaillent sur les émissions de feux de forêt dans l'Amazonie. Donc là, on va un petit peu plus loin, donc de l'université de Campinas à Sao Paulo. Et ils avaient fait des campagnes d'échantillonnage pour évaluer dans deux régions d'Amazonie ici. Vous voyez ici avec l'étoile en jaune et le triangle en rose, et qui sont des zones éloignées dans lesquelles il y a eu toute une série de feux expérimentaux pour évaluer donc, à la fois les flux de carbone, mais aussi les flux pourquoi pas de mercure, qui étaient réémis par les feux de forêt. Donc l'idée, c'était les échantillonnages qui avaient été faits, où ici vous avez des photos de cette expérimentation qui a été effectuée sous contrôle scientifique, hein, ce n'est pas des manips sauvages, pour évaluer donc, la composition isotopique du mercure dans la litière, les sols, et de comparer ça aux cendres et au sol après le brûlage de la zone. Alors, je vais faire quelque chose de ça. Donc, ici, vous avez tous les échantillonnages qui ont été faits. Ici, vous avez la composition isotopique, donc essentiellement des sols, dans la zone qui nous intéresse. Ici, vous avez les cendres de la zone où il y a eu les feux les plus intenses. Et vous avez la litière. Donc, on voit déjà qu'entre le sol et la litière, on a des compositions isotopiques différentes. Et les cendres ont aussi une composition isotopique différente pour ces sites-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le fractionnement indépendant de la masse entre les sols et les cendres est à peu près le même, alors qu'il est très différent de la litière. Donc, ce qu'on voit en particulier, c'est que dans la première expérimentation, le premier site, les feux étaient, on va dire, des petits feux. Il n'y a quasiment aucun fractionnement isotopique qui est significatif,
Alors que quand on fait un feu à grande échelle, c'est la deuxième expérimentation, on observe bien un fractionnement isotopique entre les différents compartiments. Et ce que ça montre en particulier, c'est que le fractionnement indépendant de la masse est à peu près le même dans les cendres que dans les sols, ce qui veut dire que le mercure qui est dans les cendres provient des sols, alors que le mercure qui était dans la litière, lui, est parti à l'atmosphère. Donc on voit que lors de ces brûlages, c'est essentiellement le mercure des litières qui part à l'atmosphère et pas celui qui est présent dans la surface des sols, hein, parce qu'à partir de 2 cm, il n'y a quasiment aucun effet. Donc voilà, ça permet de tracer ces processus qui sont vraiment significatifs et très importants à l'échelle de l'Amazonie et des zones tropicales en particulier. Alors, j'arrive sur la fin, je ne sais pas combien de temps je suis là, mais parce que là, vous devez fatiguer un peu maintenant. Alors, on pensait que l'histoire était simple pour le mercure, mais en fait, elle est encore moins simple. Alors ici, je cite une étude encore française, c'est la thèse de Maxime Enrico à Toulouse. Là. Il a fait un très bon papier en 2016. Et je reviens aux Pyrénées, puisque c'est un site sur lequel on travaille pas mal. Et ils ont travaillé sur des tourbières en Ariège et aussi des prélèvements au pic du Midi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ils ont regardé, il a eu l'idée de regarder le fractionnement indépendant de la masse des isotopes pairs. Bon, jusqu'ici, on voyait très peu de variations. On se disait, c'est pas très intéressant. Et puis, il y a eu quelques évidences dans des échantillons atmosphériques. Et là, ce qu'ils ont pu voir en particulier, c'est que le fractionnement indépendant de la masse pair avait le même comportement que le fractionnement indépendant de la masse impair. Donc ça, c'était un peu surprenant. Et ici, vous avez 3 groupes de points. Le groupe de points, ici, les triangles, c'est les sphagnums. Donc, en fait, ce sont les plantes ou les mousses, en fait, plus particulièrement, qui poussent à la surface des tourbières. Vous avez aussi des échantillons de pins et de lichens. Les petits carrés bleus, ce sont des échantillons de pluie. Et les ronds bleus et rouges, ce sont des échantillons de mercure gazeux. Et donc, on s'aperçoit de quoi? C'est que, comme on l'a vu tout à l'heure pour le fractionnement indépendant de la masse impair, la composition isotopique des mousses et de la végétation pour le fractionnement indépendant de la masse est la même que celle de l'air. Ça veut dire que le mercure gazeux est assimilé par ces végétaux et par ces mousses et génère un fractionnement indépendant de la masse avec une composition isotopique plus légère. Et on voit que les pluies, hormis peut-être pour ces points-là, n'interviennent très peu dans la composition isotopique. Et on s'aperçoit que le problème, c'est que le fractionnement indépendant de la masse impair peut être influencé par la lumière. Donc, c'est l'expérimentation qui a été faite, si ces mousses sont exposées à la lumière, le fractionnement indépendant de la masse peut changer puisqu'il y aura de la photoréduction, en particulier à la surface des plantes. Et le fractionnement indépendamment de la masse pair, donc le gros delta 200, lui a exactement le même comportement, sauf que lui n'est pas du tout altéré par la lumière. Donc là, on a peut-être, en tout cas ce qui a été proposé, et à peu près admis maintenant, un traceur des sources de dépôts atmosphériques en utilisant le fractionnement indépendant de la masse pair, donc le even MIF. Alors là, attention encore, on parle de concentration pas très forte et on parle aussi de variation de signature isotopique. On passe de 0 à 0,2. Donc ça veut dire qu'en termes de précision isotopique, vous voyez ici la 2SD sur la mesure, vous voyez qu'il faut vraiment faire attention et avoir beaucoup de points pour que statistiquement, on puisse déterminer des différences significatives. Donc c'est un outil très intéressant, mais très compliqué. Le bilan, par contre, c'est ça, c'est qu'avec cet isotope, ils ont pu confirmer que 80% des tourbières accumulaient du mercure gazeux via la végétation et que les pluies, finalement, ne contribuaient qu'à 20% et que probablement les dépôts particuliers étaient négligeables. Voilà. Donc ça peut être un outil très intéressant et qui maintenant il y a eu plusieurs papiers depuis, a été validé à une échelle plus globale. Donc si on reprend notre systématique des isotopes du mercure, vous voyez qu'on a notre fractionnement dépendant de la masse pour tous les isotopes du mercure. Les isotopes impairs vont nous donner une anomalie liée essentiellement à la lumière. Donc ici, vous avez le HODMIF. Donc ici, vous avez la composition isotopique des pluies. Notre petit graphe, ça représente le MIF en fonction du MDF. Donc si c'est le MIF impair, le 199 par exemple, en fonction du 202, les pluies sont là, le mercure gazeux est là, le mercure anthropique et géogénique est par là. Si on regarde des processus, quand on a de l'assimilation par un végétaux, on a une signature plus négative.
Pour les poissons, on a de la photochimie parce que c'est le méthylmercure, donc on aura à la fois du MIF et du MDF positif. Si on a de la réactivité dans les neiges, on aura du MIF et du MDF, du MDF positif et du MIF négatif. Et puis maintenant, on a le petit dernier qui est notre fractionnement indépendant de la masse pair, donc le grand delta de 100, qui lui aussi permet de discriminer ces sources atmosphériques et par rapport aux sources anthropiques et géogéniques, mais qui lui, pour tout processus de surface, à la surface de la Terre, on va dire, ne sera pas du tout influencé. Donc on voit bien qu'il va tracer les sources atmosphériques, la provenance, sous quelle forme le mercure va se déposer dans les écosystèmes. Donc ici, il va influencer le 200 et le 204. Là où ça pose problème, c'est que si on a un fractionnement indépendant sur le 200 et le 204, pourquoi on ne l'a pas sur le 202 et le 199, 198 non plus? Donc ça veut dire que peut-être que dans certains cas, la normalisation qu'on utilise, elle est un peu fausse. Et donc ça devient, ça devient un peu plus compliqué tout ça. Voilà, donc heureusement, les variations sont faibles, mais évidemment, ça remet en question pas mal de choses. En tout cas, pour certains types d'échantillons, c'est quelque chose à vraiment creuser. Donc, je reviens à mon petit schéma qui a été élaboré par Kwon. Voilà, maintenant, on va avoir sur notre atmosphère du mercure qui provient des sources du fond, on va dire, atmosphérique, du transport à grande échelle, avec un MFDF positif, un MIF impair négatif, un MIF pair négatif, et tout ce qui est urbain industriel sera plutôt un MDF négatif, un MIF impair nul et un MIF pair positif. Ça devient compliqué. Et ensuite, via des phénomènes de photooxydation, de photoréduction, dans les pluies, on aura une composition isotopique qui va être modifiée. Et puis, au niveau des émissions de surface, on aura aussi une composition isotopique négative pour tous les signatures isotopiques. Et puis aussi, on aura, par exemple, ici, c'est l'exemple de ce qui est émis d'une centrale à charbon. On aura une signature particulière. Donc maintenant, on a un système triple qu'on peut regarder pour chaque type d'échantillon et essayer d'affiner les processus que l'on veut étudier, en particulier les processus atmosphériques et les échanges avec la surface terrestre et les végétaux. Bon, je vais m'arrêter là, juste pour vous signaler qu'on depuis l'an dernier, on a lancé un projet ITN, un Training Network qui est sur le mercure. Il y a 4 institutions françaises 4 labos français qui sont impliqués d'ailleurs, qui vont regarder un petit peu de l'expérimentation à la modélisation, le cycle global du mercure, en utilisant entre autres les isotopes. Donc, on est très content de ça et c'est un projet qui est vraiment sympa. Et puis, si vous êtes inscrit à la Goldschmidt, même si elle est virtuelle, malheureusement, on organise une session sur le cycle du mercure à l'échelle globale avec des jeunes chercheurs. Et il y aura beaucoup d'isotopes là-dedans. Donc, si vous êtes inscrit à la Goldschmidt, c'est le 9 juillet. Je vous invite à venir écouter. Voilà. Je vous parlerai pas des oiseaux parce que ça va faire beaucoup trop. Alors, ça sera la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Les questions? Là, ça va être dur. Bon, je suis sûr que David Young va poser une question. Il a bossé sur le mercure. Ah. Est-ce qu'il est encore là, David? Oui, je suis là. Est-ce que tu voulais poser une question, David? Alors, je suis en train de réfléchir à une question. Là, tout de suite, j'en ai pas. En tout cas, merci. Alors, effectivement, moi, j'ai travaillé sur le mercure, mais plus sur les aérosols. Et donc, c'est vrai que je ne me suis pas trop penché sur tout ce qui était lichen. Donc, c'était très intéressant. C'est quelque chose, effectivement, que je n'avais pas spécialement fait attention au niveau de la littérature. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas de… Très bien. Moi, oui, les lichens, comme j'ai dit, les lichens, c'est historique parce que ça a été avec les sols. Donc, on a initié ces premières recherches donc avec Jean Carignan, qui avait déjà travaillé sur les lichens à l'époque où il était même au Canada. Malheureusement, il nous a quittés. Et donc, ça a lancé pas mal avec la thèse de Nicolas Estrade. On a essayé de continuer dans cette lignée-là parce pour creuser un peu la question, mais il n'y a pas eu beaucoup d'équipes qui ont travaillé là-dessus. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font les végétaux,
en particulier les feuilles, les arbres. On a vu ça pour le carbone. Je pense qu'il y a des choses super à faire avec plein d'isotopes et en associant le mercure sur les végétaux. Oui. Alors, donc, Ah, il y a plein de mains levées, pardon. Je vais commencer par Lisa. Lisa, je te laisse la parole. Merci. Bonjour, merci. J'avais une question, c'était un de ton dernier diapo. Tu as de plots avec le sphagnum dans les Pyrénées et tu as montré, oui, et tu as fait un manip dans le terrain, si je comprends bien, avec le petite table là, avec des couverts. Oui, c'est pas moi, ça, c'est l'équipe de Toulouse, c'est le GIAT. Ah, d'accord. C'est juste pour comprendre pourquoi, c'est quoi le mécanisme, tu joues avec pour mettre le. Tu as dit quelque chose de la lumière. C'était pour jouer avec le MIF? Voilà, oui. En fait, c'était pour voir si comment le MIF pouvait être influencé en présence de lumière ou non au-dessus des végétaux. Mais pourquoi les lumières? Parce que ça vient du fractionnement indépendant de la masse des isotopes impairs. Et ça a été montré pour ça. Alors, il y a une équipe chinoise qui est très très forte, qui travaille là-dessus, sur les forêts en Chine, qui ont montré ça sur les feuillages et même sur les sols exposés à la lumière. On mesure bien une photoréduction à la surface et donc un fractionnement indépendant de la masse qui apparaît. Alors, il est faible parce qu'évidemment, la lumière ne rentre pas dans la masse de la feuille, mais on peut l'observer, oui. Donc, c'était ça qu'ils ont voulu tester, oui. Et donc, le change avec l'été et hiver, tu penses que c'était avec ce changement de lumière? Oui, je pense, oui, parce que c'était pour voir s'il y avait... je ne me rappelle plus, mais je pense que c'était ça l'idée, c'est pour voir s'il y avait des variations de composition isotopique en fonction des saisons. Oui. Et donc peut-être l'effet de la lumière ou l'effet des dépôts humides ou l'effet... il y a plein de facteurs. Donc c'est un peu comme nous, on a fait avec les lichens, regarder si différentes saisons, différentes années, on avait des variations. Et là, ça confirme, on a des petites variations, mais elles ne sont pas extraordinaires. D'accord, merci. Ilham, je te laisse la parole. Salut David, merci pour ce brillant exposé. J'avais une question par rapport à la diapo, tu montres les mousses et les lichens, et donc il y en a un des deux qui réagit en MIF et pas l'autre, je crois que c'était les lichens. Ah oui, c'était ça. Ici? Oui, c'était ça. Et je me posais juste la question, comme ils n'ont pas la même durée de vie, il y en a un, c'est plutôt, ça enregistre une année, l'autre, c'était jusqu'à 5 ans. On est sûr que cette différence ne vient pas d'une année particulièrement ensoleillée qui aurait entraîné, non? Qui aurait entraîné un plus grand MIF. Oui, ça pourrait être ça, mais là, l'homogénéité des données nous dit que c'est plutôt... parce que là, quel que soit déjà, c'est que des sites qui sont vraiment en forêt. Là, pour le coup, on est vraiment sous la canopée. Donc, finalement, il n'y a pas beaucoup d'UV, hormis l'hiver, évidemment, mais il y a quand même moins cette saison quand il y a moins de feuilles. Et puis, les mousses sont vraiment au sol, alors que les lichens sont sur les troncs d'arbres. Donc, elles sont sur des souches. C'est des mousses qui poussent sur des vieilles souches d'arbres morts. Donc, on a vu aussi... ça pourrait être, pourquoi pas, ça pourrait être une explication, mais bon, on est plutôt convaincu que c'est la teneur en eau, c'est-à-dire que autant les lichens sont protégés en fait, n'ont quasiment pas d'eau qui ruisselle dessus, alors que les mousses, elles, sont en forte pluie, sont quasiment immergées dans la pluie. D'accord. Une autre question par rapport à la conservation des échantillons, imaginons qu'on ait des mousses qui datent de 10 ans, est-ce qu'elles sont toujours exploitables ou est-ce qu'on peut avoir fractionné entre-temps le mercure si on les a pas conservés, est-ce qu'il faut les conserver vraiment d'une certaine façon? C'est possible. Le problème, c'est surtout où est-ce qu'elles ont été conservées, puisque, alors, toujours pareil,
On a potentiellement des contaminations croisées qui peuvent arriver dans tel ou tel labo s'ils ne sont pas dédiés aux traces. Et ça nous est arrivé souvent, oui. Donc, il faut faire attention à ça, plus à ça que après, si elles sont séchées et broyées, par exemple, enfin, voilà, et mis à l'abri de la lumière, à mon avis, c'est relatif. Et à température pas trop haute, à mon avis, ça ne devrait pas bouger beaucoup. D'accord. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Ouais. Salut. François Fourel. Merci François, je te laisse la parole. Ouais, moi j'ai juste une question de béotien, je m'en excuse. David, tu as dit dans ton introduction que les deux sources de mercure, c'était la combustion du charbon et leur paillage illégal. Alors je me demandais si, comme dans les méthodes qu'utilisent les gens de la répression des fraudes et la police scientifique, on pouvait utiliser les isotopes du mercure pour essayer de tracer l'origine du mercure utilisé par ces orpailleurs illégaux, ou non? Ah oui, alors là, c'est… alors, il y a des gens qui travaillent sur l'or qui sont intéressés pour voir les traces de mercure, justement. Mais je ne sais pas si c'est pour tracer les… Alors, le problème, c'est que le mercure qui est utilisé par les orpailleurs, bon, c'est du mercure liquide, qui est maintenant de plus en plus du mercure recyclé. Et puis, c'est pas cher. Donc, en fait, il a à peu près toujours la même signature. Voilà, il est géogénique et quand il est recyclé, il ne change pas beaucoup en termes de composition isotopique, puisque c'est la masse principale. Donc, il y a ce qui est… Voilà. Donc, je pense que ça serait difficile. Par contre, c'est un sujet sur lequel on travaille un peu aussi, on relance des choses en Guyane en particulier. On avait fait des choses sur les sols avec des collègues de Grenoble et de l'IRD. Sur les sols guyanais de forêt et justement pour regarder des sites contaminés, non contaminés, pour voir déjà si on pouvait faire des diagnostics et regarder la mobilisation du mercure pollué dans les petits bassins versants et donc avoir un peu plus que la concentration. Et ça, c'est intéressant parce que comme on l'a vu, le mercure géogénique a une signature différente de celui qui va être accumulé par la végétation, par exemple. Donc, on peut discerner le mercure qui arrive via l'atmosphère, qui va être capté par les feuilles, qui va retomber sur les sols, du mercure qui va arriver d'un bassin versant par une source de pollution. Donc, ça, c'est… et donc, du coup, si on enlève la pollution, on a un traceur écologique qui est super aussi. Donc, puisqu'on peut voir aussi le mercure dans les sols de Guyane, il y a beaucoup de mercure. Et il n'a pas la même composition isotopique que celui qui vient de l'atmosphère actuelle, puisque là, probablement, ça, c'est les pédologues qui m'ont appris ça, hein, mais le mercure qui est enfoui au fond des sols de Guyane, il a peut-être plusieurs centaines de milliers ou millions d'années. Donc, il a la composition de l'atmosphère de cette époque-là. Et celui qui arrive des feuilles actuelles, c'est celui de notre bruit de fond de mercure actuel. Donc, on peut en faire aussi des traceurs de processus. Ouais. Ok, merci. Merci François. Le partage. Si personne d'autre n'a une question à poser, je vais poser la mienne. Je ne suis pas sûr d'être capable de bien la poser. Le fractionnement de masse, il est assez facile à calculer pour les isotopes stables légers, puisqu'il dépend juste de la masse d'isotope et que l'effet de volume nucléaire est négligeable. Comme pour le mercure qui est très lourd, l'effet de volume nucléaire n'est pas négligeable à l'équilibre. Et que je crois que l'effet de volume nucléaire il dépend 1 sur T, fractionnement isotopique. En fait, pour un système donné, à l'équilibre, mercure gazeux, mercure méthyle, en fait, cette pente, elle peut changer un petit peu par rapport au fractionnement de masse, et elle va changer aussi avec l'équilibre. Et donc, je me trompe ou pas? C'est ça, hein? Je te confirme à moitié, parce que là, c'est pas donc, la le question plus le plus creusé. En tout cas, c'est ce que tu as dit à la fin, et je suis assez d'accord, c'est qu'on finit peut-être avoir un problème de référence. Et est-ce qu'on en est déjà là, ou est-ce c'est-à-dire que les collègues ont essayé d'anticiper le calcul, la prise en compte de l'effet de volume nucléaire à l'équilibre pour essayer de voir, tu dis toujours que le cap ne va pas changer quand c'est des processus dépendants de la masse. Ce n'est pas nécessairement vrai, si c'est à l'équilibre, ça peut changer un petit peu. Est-ce qu'on en est déjà là, au niveau de l'interprétation, on essaye de regarder les variations fines ou moins fines, je ne sais pas, de pente qui sont liées à l'effet de volume nucléaire?
Je pense pas. Alors, je sais pas si, en tout cas dans les applications en géochimie ou sciences environnementales, dans mon domaine, quoi, pour l'instant, les gens on va dire, se satisfont de cette approximation. Après, je sais pas s'il y a des gens qui questionnent ça de manière plus particulière pour voir si on peut corriger ces effets-là. Et le problème, c'est qu'on ne connaît même pas tous les mécanismes. Par exemple, le fractionnement indépendant de la masse paire. Bon, une des propositions, c'est une réaction avec les halogènes dans la haute troposphère, mais personne n'est allé vérifier, personne n'a fait la manip. Donc, il y a un boulot. Bon, il faut aller voir des gens qui font de la réactivité atmosphérique. Et puis, il faut travailler avec du mercure, ce qui est déjà expérimentalement, bon, pour le faire, très compliqué. C'est-à-dire que c'est un élément qu'on peut facilement contaminer ou perdre. Donc voilà, c'est bon, comme toutes les manips, dès qu'il faut faire un bilan de masse, bon, voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est des réponses qui vont arriver, mais c'est beaucoup plus difficile que de faire des échantillonnages et de faire des mesures directes. Voilà. Donc je pense que non, c'est pas encore l'actualité, mais je ne sais pas si quelqu'un travaille dessus actuellement, véritablement. Alors, mais la question que vous me posez, c'est quand tu vois des données qui sortent légèrement du champ que tu as envie de définir, par exemple pour masse dépendant, est-ce qu'il n'est pas là l'interprétation? Est-ce que c'est pas là l'effet volume nucléaire? Oui, ça c'est possible. Alors, il y a et justement, c'est toujours, on a toujours 2-3 possibilités pour expliquer que on sort de notre. Là, ce qu'on a vu d'ailleurs sur les sphagnums ou les lichens, on voit bien que les points ne sont pas sur une ligne droite. Il y a des groupes de points qui s'écartent, etc. Donc, il y a l'effet de la lumière, il y a l'effet des. On sait que des phénomènes de complexation ou même d'oxydation ou de réduction par la matière organique peuvent avoir, ça a été montré expérimentalement, mais c'est une manip et un papier, donc c'est pas grand-chose. On montrait qu'il y avait du fractionnement avec le volume nucléaire. Donc on sait que ça existe, ça peut exister, mais voilà. Qu'est-ce qui intervient vraiment là-dedans? C'est encore, je dirais, il y a encore des expérimentations à faire. Et il y a combien de laboratoires dans le monde qui bossent sur l'isotopie du mercure au sens large? C'est une question de quelqu'un qui n'en fait pas du tout. 10, 15? Je dirais, qui travaille beaucoup sur le mercure, je dirais peut-être une dizaine maximum. D'accord. Donc ça reste encore. Peut-être moins. En France, on est au moins 2 déjà, deux bons labos, donc c'est déjà pas mal. On est bien représenté. Très bien. Oui, non, il y a aussi Nancy, mais Nancy en fait un peu moins. Ouais. François, je vois que tu as encore la main levée. Est-ce que c'est parce que tu as oublié de la baisser? Oui, c'est ça. J'avais plus de questions, désolé. Je vais redemander si quelqu'un a une question, sinon on va s'arrêter. J'attends quelques secondes. Voilà, c'est très bien. 5h30, c'est bien. C'est parfait. On avait prévu 5h30. J'avais fait une session jusqu'à 6h au cas où vraiment on déborde, mais c'est 5h30, c'est l'heure typique d'arrêt de l'après-midi scientifique. Normalement, c'est 5h et avec le retard habituel, c'est 5h30. Donc maintenant, je l'indique pour ça, 17h30, c'est plus simple. Merci à tous. Vraiment, j'ai trouvé, en tout cas personnellement, j'ai énormément appris de choses, encore une fois, et compris plein de choses. Donc c'était très utile et très clair. Merci à vous trois. Merci. Merci pour l'invitation. Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Eh bien, je vois quelques messages qui apparaissent. Je vous